Parce que l'approche, c'est inviter les gens à découvrir leurs propres solutions, puis développer des activités qui vont leur permettre donc de s'approprier ces comportements qui sont un peu non traditionnels, et l'approprier et ensuite régler le problème. C'est pour ça qu'il faut que ça soit des problèmes assez importants, assez complexes, un peu toujours dans, je dois dire, pas dans le domaine des affaires, mais dans d'autres domaines de vie et de mort, en fait. Beaucoup de problèmes ont des ramifications de vie et de mort, évidemment, dans les infections nosocomiales. Les gens meurent ou sont vraiment... Ça crée d'énormes handicaps, la malnutrition, évidemment. J'ai travaillé beaucoup dans la santé maternelle. Donc, les mères meurent en couche, les femmes meurent en couche, les nouveau-nés meurent. Dans le trafic des filles, le trafic humain, il y a tout le côté du sida qui fait que ces jeunes filles pourraient mourir. Il y a toujours un côté très extrême, hein, dans l'utilisation de l'approche. C'est souvent, c'est ce qui motive aussi, pas de vie et de mort, mais des problèmes vraiment critiques et cruciaux aussi. Mais ça peut être vie et de mort aussi pour une organisation, je veux dire. C'est la même chose, on peut reporter ça dans le domaine des affaires en disant oui, on est près de la faillite, ou voilà, les affaires ne vont pas. Est-ce qu'il y aurait dans notre groupe, dans notre organisation, dans une entreprise, je n'ai pas utilisé le mot encore, l'entreprise un petit coin de ciel bleu, enfin une anomalie quelque part. Dans l'article qui a été fait à Harvard Business Review, il parle de Chief Facilitator, c'est-à-dire qu'il permet à ses employés et les différents réseaux à l'intérieur de son organisation de travailler ensemble et être là quand il y a des obstacles ou qu'il y a donc des défis. Parce que puisque cette approche va résoudre des problèmes de changement de comportement et des changements dans l'organisation, des changements profonds en fait. Évidemment, il y a des dangers, il y a des tentatives de sabotage, ce qui est normal parce que c'est la vie. La vie, c'est le chaos un petit peu. Il faut donc que ce leader, ce dirigeant soit bien à l'écoute de ce qui se passe, des remous que cette approche va susciter dans l'organisation et pour qu'il puisse intervenir quand il faut. Avec le succès que cette approche a pu démontrer sur ces premiers villages, l'approche a donc été élargie pour atteindre à peu près 2 500 000 familles et leurs enfants au Vietnam. Sur une durée, ça a pris quand même du temps, mais sur une période de à peu près 5-7 ans. Le réseau le plus actif et le plus élargi, le plus répandu, c'est l'utilisation de cette démarche de la déviance positive dans le domaine de la malnutrition infantile dans le monde entier. Et alors là, rien que les ONG internationales, il y en a une avec qui je viens de travailler très récemment, en Asie du Sud-Est et en Inde, ils utilisent cette approche dans 34 pays. Mais ça touche non seulement les enfants malnutris, mais leurs familles et aussi les réseaux de santé qui travaillent dans cette démarche. Donc ça touche énormément de personnes. La différence, c'est que dans la déviance positive, on ne recherche pas tellement, on est à la découverte, pas des best practices, parce qu'on sait ce qu'elles sont, mais on est à la recherche et la découverte de savoir comment best practice, les bonnes pratiques sont appliquées dans la vie de tous les jours, dans un contexte extrêmement difficile, justement, dans des situations limites. En anglais, on parle de wicked problems, donc des problèmes qui sont presque insolubles. Et souvent, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec ces problèmes insolubles, les personnes
cernés surtout à un haut niveau, disent tu n'y arriveras pas, il n'y a pas de solution. On cherche comment ces bonnes pratiques sont appliquées. Donc c'est un peu ce qu'on dirait en français, j'imagine le système D. Les gens se débrouillent, mais comment ils le font? C'est ça qu'on veut savoir. Alors il y a une méthode, c'est-à-dire une recette de base. Et puis après il y a un processus. La démarche elle-même, c'est les épices, c'est ce que tu ajoutes qui fait que ça marche. Alors pour la méthode c'est très simple, il y a 5 étapes qui doivent se faire. Elles ne se font pas d'une manière... Ouais, quelquefois ça se fait d'une manière progressive, mais on peut retourner en arrière. C'est-à-dire que ce n'est pas un schéma logique. Quelquefois c'est progressif, mais ça peut changer, ça dépend des circonstances. Mais ça peut être aussi, on revient en arrière, puis on revient en avant. Et donc il y a une méthode qui a à peu près 5. Il faut que 5 ingrédients soient là. Alors d'abord il faut définir, il faut que la communauté, le groupe, un groupe définisse le problème, articule les solutions et examine, explore la situation courante en grande sincérité. Et, ça c'est le premier pas. Après il faut à travers les données qu'ils ont collectées, des données quantitatives et qualitatives et quantitatives, il faut qu'ils donc établissent la présence de ces anomalies ou de ces déviants positifs ou de ces, tu as un autre mot aussi que tu utilises, exceptions. On peut le voir par les données. Et ensuite, il faut qu'ils développent leurs outils pour aller découvrir quelles sont ces exceptions qui sont notées d'une manière quantitative souvent. Donc les solutions qui existent déjà. Et ensuite, il faut partager. Il y a aussi des feedback loops. Donc à travers ces pas, il y a aussi des retours en arrière pour être sûr que tout le monde suit le processus. Partager les résultats avec les parties prenantes et ensuite en dégager une initiative, des activités, 2, 3, 4 choses, j'en sais rien, qu'ils vont exécuter. Et un point très important aussi, on ne parle pas tellement de ça, c'est qu'il faut aussi qu'ils développent leur propre indicateur de progrès, leur propre monitorat, qui est différent du monitorat qu'on aura, parce qu'il y aura une évaluation, donc on avait les bases, et après 2 ans, on pourra... Mais donc, parce que ça continue à promulguer le changement. Ça, c'est la recette de base, les ingrédients. À côté de ça, les ingrédients, ça ne donne pas le résultat acquis, il faut donc les épices. Alors les épices, c'est le processus. Le processus, ça revient... Le processus d'engagement, c'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit la communauté, pas les leaders, que ça soit la communauté qui agisse à travers la démarche. Pour tous les ingrédients, il faut une épice spéciale. C'est je ne sais pas si c'est une bonne analogie. Il faut aussi que la présence de leaders, il faut que le principe de communication, d'expansion des réseaux formels et non formels, il faut que ça se passe, ça aussi. Et puis aussi, c'est le fait qu'il y a peut-être des gens qui le font sans y mettre le nom. Ce nom-là, c'est un label. Bon, ben, ah oui, je fais de la déviance positive. Ben oui, peut-être bien, et pourquoi pas. Ça se fait peut-être juste devant nos yeux, et ça serait bien de pouvoir aussi documenter tout ça. Parce que ce qui est très important, c'est qu'en France, il faut se l'approprier. Il faut que ça soit français. Hein. Ça ne sera pas comme en Angleterre, ça ne sera pas comme au Danemark ou aux États-Unis. Non, 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 ça va se faire d'une manière tout à fait différente. Ce point-là dont tu parles, c'est que ces stratégies ou ces comportements différents ou ces solutions qui existent devant nos yeux, mais qu'il faut découvrir parce que nous, on a les yeux voilés par autre chose ou parce qu'on nous dit, parce que
elles sont d'une simplicité extraordinaire. Et quelquefois, c'est absolument incroyable. Par exemple, pour donner un exemple, pendant la guerre des Balkans, il y avait... l'approche d'ailleurs a été utilisée quand même dans des conflits civils, dans les guerres civiles. Essayer d'être utilisée au Burundi d'ailleurs, c'est une autre histoire. Mais pour dire que, en fait, elle serait bien, ça serait une approche très bonne. Parce qu'on va regarder les anomalies. Donc, dans un conflit ethnique, je crois que c'était en Serbie, où des villages complètement mis à sang et feu avec des massacres extraordinairement violents qu'on connaît tous, on doit se rappeler. Eh bien, il se trouve qu'il y avait quelques communautés, il y avait des villages ici ou là, donc des anomalies, des exceptions, où les gens ne s'étaient pas massacrés entre eux, parce que c'était, comme tout le monde le sait, au temps de la Yougoslavie, le communisme avait quand même unifié les gens d'ethnies différentes, de religions différentes. Et donc, c'était entre mariés, etc. Et quand on est venu, donc c'est ça, les guerres civiles, c'est que les gens, tout d'un coup, perdent leur lien. Donc les villages qui avaient donc, comme tous les autres villages, avaient des gens très liés entre eux, malgré leurs différentes ethnicités ou leur religion. Ces villages, là, quelques villages, on peut toujours faire ça de manière visuelle d'ailleurs, avec les données, où il n'y avait pas eu ces massacres incertines entre les familles. Et donc la question était d'aller voir et de leur demander, mais d'aller découvrir ce qu'ils se faisait. Eh bien, figurez-vous que dans ces villages, ce qu'ils avaient décidé entre eux, évidemment, c'est-à-dire déjà, ils ont vu le problème de dire, ils ont vu, et ils ont dit non, nous on va rester ensemble déjà. Mais comment va-t-on faire? Eh bien, c'est parce que c'est compliqué, hein, il y a des pressions extraordinaires pour que les gens s'entretuent. Pour résister à la pression environnante de ces massacres, de cette folie collective, ces villages avaient décidé que le soir, parce que les massacres ça se faisait le soir, ils allaient échanger leurs enfants. Et donc les enfants de ma famille vont aller chez ta famille, ils se connaissent de toute façon. Comme ça, on ne peut pas aller massacrer les autres. Donc c'est un exemple qui vous donne la chair de poule. Quand on pense à la gravité de la situation, mais et puis en contrepartie, la simplicité de la solution. Et dans l'utilisation de cette démarche, c'est toujours la découverte de solutions qui sont tellement simples, auxquelles les experts ne peuvent pas y penser, parce que les experts, ils sont un peu enfermés dans justement leur savoir, et leur savoir, il est limité. D'ailleurs, on est de plus en plus dans des sociétés de savoir, knowledge, et on value beaucoup l'expertise, et l'expertise technique, c'est très bien, des choses extraordinaires, mais quelquefois, le savoir vous enferme dans une bulle, et on ne voit pas vraiment la réalité. Il se trouve que dans tous les systèmes parallèles, et il y en a beaucoup maintenant avec les médias, avec les social networks et tout ça, il y a beaucoup de choses innovantes qui se font en dehors du système, de tout ce système, cet apparatus de savoir qui nous fait vivre. Moi aussi, ça me fait vivre aussi. Mais à côté, le système D, c'est ce qui marche. Et en fait, ce qui marche, c'est des choses un peu extraordinaires. L'approche de la déviance positive a été construite, bâtie sur beaucoup d'expériences. D'abord avec l'application au Vietnam en nutrition, mais aussi ensuite en expérimentant avec l'approche sur le plaidoyer contre l'excision féminine en Égypte et aussi au Pakistan, en essayant d'appliquer ce que nous savions, notre savoir, sur le problème de la survie des nouveau-nés, qui est un problème très grave au Pakistan. Et donc c'est au fur et à mesure de ces différentes étapes et d'expérimentation dans différents domaines et secteurs que l'approche a été développée. Donc nous avions été invités au Vietnam par le gouvernement vietnamien pour vraiment
travaillait sur la malnutrition infantile qui à l'époque, en 1990, était très répandue et très forte au Vietnam. Plus de 60% des enfants étaient malnutris. En fait, je pourrais même vous dire que les dirigeants étaient mal nourris aussi. Hanoï était une capitale qui avait très peu d'électricité. C'était un pays un peu en période de changement profond, avec une orientation plutôt vers une économie de marché, alors que jusqu'à très récemment, jusqu'aux les années 80, 85, ils avaient encore une économie communiste de collectivisation, donc c'était une période de chamboulement aussi. Et ils étaient très concernés par l'état de santé donc des enfants vietnamiens. Mais ce qu'ils voulaient, quand ils nous ont fait asseoir, mon mari et moi, dès nos premiers jours à Hanoï, arrivés à Hanoï, ils nous ont dit, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un moyen de réhabiliter les enfants, mais surtout qu'ils restent bien nutris après une intervention nutritionnelle. Parce que nous, on a des organisations comme les organisations de l'ONU, comme le Fonds mondial de la faim, WFP, le Fonds alimentaire mondial, qui a donc, il est là, il donne des suppléments alimentaires aux enfants, mais quand le programme se termine, les enfants redeviennent malnutris. Donc nous voulons que ça soit un modèle pour combattre la malnutrition qui sera pérenne. Alors, il nous dit ça dans le contexte dans lequel mon mari et moi ne sommes pas nutritionnistes, nous ne parlons pas la langue, nous n'avons aucun employé, staff, il n'y a personne là. On a juste, on nous a dit qu'on aura un interprète, il se trouve que c'était une femme, une interprète, et voilà. Et en plus, ils nous disent, mais vous savez, en tout cas, comme vous êtes des Américains, il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui ne sont pas très ravis de vous voir ici, donc on vous donne 6 mois. Vous avez 6 mois pour montrer un peu d'impact sur le programme, autrement votre visa ne sera pas renouvelé. Et donc voilà, c'est ça, les paramètres, quelque chose de pérenne, et il faut un impact, il faut nous montrer des résultats en moins de 6 mois, autrement vous repartez avec vos sacs valises et votre fils, et vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien. Alors évidemment, devant une situation pareille, c'est ce qu'on fait, le système D. On s'est dit, c'est sûr qu'on ne peut pas travailler dans un stratège traditionnel. Ensuite, on avait aussi, donc, comme tu l'as dit, une expérience avec les ONG qui, en fait, exacerbe le problème de dépendance avec les bénéficiaires de notre aide, de l'aide des ONG, au lieu de créer cette indépendance et surtout cet élément de pérennité, de durabilité des impacts, et aussi de capacity building, donc de capacité de grandir pour les partenaires avec qui on travaille. Alors, à ce moment, il se trouve que la même année, en 1990, il y a un livre qui avait été publié par les Nations Unies, par un professeur de Tufts University et ses collègues qui avaient mis ensemble plusieurs études sur la déviance positive en nutrition. Et donc, ils ont dit déterminer ces enfants comme des positive deviants, des déviants positifs, parce que sur la courbe de croissance, ces enfants sont tout à fait à l'extérieur. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Statistiquement, ce sont des anomalies. Mais est-ce qu'on pourrait apprendre de ces anomalies? Et ce qui avait été le plus intéressant pour nous quand on a lu le manuscrit, c'était même pas encore publié, c'était les recommandations
que ce groupe de chercheurs avait donné aux lecteurs, aux futurs lecteurs, en disant que est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu de se concentrer toujours sur le problème, avoir un stratège déficitaire, une vision déficitaire du développement, ou dans ce cas de la malnutrition infantile, donc le déficit qu'il faut combler par l'apport non seulement de nourriture, mais aussi d'expertise extérieure. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi explorer ces anomalies, c'est le fait que qu'il existe aujourd'hui, il ne s'agit pas d'hier ou il s'agit pas d'imaginer des enfants un futur où il y a des enfants bien nourris. Ils sont là aujourd'hui. Je le mentionne parce que ça a une grande différence avec d'autres approches. Et donc, ayant lu ce bouquin, on s'est dit mais on n'a pas beaucoup de temps. Nous n'avons aucune aide, nous n'avons pas d'employés, on travaille sans personne. On avait loué une voiture russe là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser donc cet élément, evidence-based dans un sens, c'est-à-dire que la science nous disait que ces enfants existent. Ça avait été fait dans plusieurs pays, donc on s'est dit, si ces enfants existent, pourrions-nous utiliser ce concept et cette évidence observée dans ces autres pays, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de l'utiliser d'une manière pratique? Donc on passe de la recherche à la pratique dans cette situation qui était une situation impossible. Et alors on s'est donc tourné vers les gens avec qui on travaillait, c'est-à-dire le gouvernement, parce que un pays communiste, on travaille qu'avec les entités gouvernementales. Il s'agissait donc du parti communiste, de l'administration, du ministère de la Santé et des autorités aussi de l'Union des femmes, 3 entités qui existent à tous les niveaux au Vietnam. Et on leur a demandé, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des solutions à l'intérieur de ces communautés? Et on a parlé de solutions vietnamiennes à des problèmes vietnamiens, ce qui leur a beaucoup plu. C'est un des atouts de cette approche, c'est vraiment indigenous, c'est indigène, dans le sens propre du terme. Et donc, ils ont dit oui. Et donc, pour nous, s'ils avaient dit non, c'était de la fin. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On aurait fait quelque chose de plus traditionnel. Mais ils ont dit oui, ça leur a beaucoup plu, puisque évidemment, le Vietnam a une histoire, dans son histoire et sa culture, est un pays qui valorise self-reliance, je ne sais pas comment dire en français, enfin bref. Et donc, ça leur a beaucoup plu, l'idée leur a plu. Et on a dit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va essayer. Et du coup, nous avons donc, avec nos partenaires, on n'a pas eu beaucoup de temps de connaître les communautés. On aurait voulu passer plus de temps à créer des liens, à créer cette confiance et cette confiance entre nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était américains, donc dans le Vietnam du Nord, ils n'avaient jamais vu les Américains, ils n'avaient que vu le bombardement, ils n'avaient pas de contact avec les Américains, donc ils avaient très peur. C'était pas des... Donc la situation était un peu difficile, on n'a pas eu le temps de créer des liens, mais en tout cas, on a donc invité ces communautés à... On leur a dit, est-ce qu'on pourrait ensemble déterminer la situation? Et donc on les a formés à faire leur propre recherche, c'est-à-dire d'établir définir le problème en termes de données, de data quantitatives, parce que pour trouver les solutions, il fallait avoir cette base. Et alors, les Vietnamiens sont très... alphabétisés, enfin ils sont très lettrés et ils ont beaucoup de ressources, donc tout de suite on a vu qu'ils avaient une capacité de mobilisation extraordinaire, que bien sûr c'est un problème qui les motive beaucoup, et donc on a capitalisé sur le communisme. On s'est dit, nous on n'est rien, on n'est que là, on essaie quelque chose avec eux, et on a eu beaucoup de chance de travailler avec des gens, donc comme j'ai dit, intelligents, et des gens qui nous disaient non. Quand on suggérait des choses, parce qu'on ne sait pas, on ne parle pas la langue, on ne connaît pas le milieu rural vietnamien. Moi, je suis parisienne, mon mari est américain, il a vécu dans pas mal de pays, mais quand même,
C'est un pays tout à fait nouveau pour nous. On arrivait des Philippines, c'était un pays totalement différent. Et je rappelle donc l'impératif du temps. Donc très vite, on a pris ces données avec eux et on a regardé les résultats. Et on a donc demandé à... C'est eux qui avaient... pour avoir les données, on pèse les enfants. Et on a des résultats, on peut avoir établir un taux de développement nutritionnel correct par le poids et l'âge de l'enfant. Donc c'est très scientifique. Et on a demandé à les femmes, l'Union des femmes, les membres des Unions des femmes qui avaient les données, on a dit regardez vos données. Est-ce que par hasard, ça c'était la grande question, le grand aha moment, c'est est-ce que par hasard sur votre liste de votre voisinage, de votre petit secteur là, sur la liste de tous les enfants que vous avez, est-ce qu'il y en a qui sont bien nourris? Oui. Et parmi ceux qui sont bien nourris, est-ce qu'il y aurait des enfants qui appartiennent à des familles très pauvres, très pauvres? Alors, il faut bien évidemment, ce qu'on appelle très pauvres, c'est leurs critères de pauvreté, c'est pas les critères établis par les Nations Unies ou par... c'est eux-mêmes. Et on a attendu. Et on l'a répété ce processus dans 4 villages différemment. Et dans chaque village, on a attendu et 2 ou 3 femmes ont dit « Quoi? Oui, oui. » Je dis « Oui, il y en a. » Et alors on s'est tourné vers tout le monde parce que tout le monde était là. Les résultats ont toujours partagé avec toute la communauté dans le centre communautaire d'un village vietnamien, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est de la terre battue. C'est une espèce de drap rouge qui portait, et avec le buste de Ho Chi Minh là, avec aucun... rien sur... les murs sont en chaume, enfin, dans une pauvreté immense, de trouver donc, d'avoir les gens qui disent oui, c'est vrai, il y en a. On dit, mais est-il possible aujourd'hui dans votre village, avec tant d'enfants malnutris, que vous ayez des enfants bien nourris? Ils ont dit, ben oui, oui. Alors on a dit, ben alors tout d'un coup, ces gens se sont regardés, enfin c'était tout traduit, on dit, oh, elle dit, ben alors, allons-y, allons voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? On a dit, ah bon, oui, d'accord. Donc tout d'un coup, l'atmosphère, c'était extraordinaire de voir tout d'un coup les gens et ils ont compris. Pour eux, c'était, bah oui, allons voir ce que ces personnes font. Et donc nous sommes allés, accompagnés, donc toujours suivis par le gouvernement et tout ça, mais accompagnés par les chefs de village et des gens, voir ces familles très pauvres qui avaient des enfants bien nourris. Et donc découvrir ce qu'ils faisaient. Alors on a quand même on avait la chance d'avoir un UNICEF, on a regardé évidemment qu'est-ce qu'ils mangent. Alors il y a beaucoup de pratiques autour de la nourriture, la fréquence des repas, la quantité de nourriture, et ce que la nourriture était. Pour donner simplement un petit exemple, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est que ces familles qui avaient des enfants bien nourris en dessous de 3 ans, en fait, ils leur donnaient des nourritures qui sont tabous. Donc, ils étaient à contre de la tradition vietnamienne, de les coutumes traditionnelles, parce que tout le monde, même en France, on a des manières, c'est comme ça qu'on doit nourrir un nourrisson, un bébé, un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très réglementé. Et bien au Vietnam aussi, il y a des traditions alimentaires qui fait qu'on ne nourrit que certaines choses, donne que certains aliments à des jeunes enfants. Et alors là, il se trouve que ces familles vraiment transgressaient les lois traditionnelles et donc ils nourrissaient leurs jeunes enfants avec des crustacés ou des écrevisses ou des shrimp, moi je sais pas, ou alors des escargots, en France comme ça, ou des anguilles, ou qui étaient vraiment des nourritures interdites. Mais la particularité de ces aliments, c'est qu'ils sont gratuits, ils se trouvent dans les rizières. Et donc, ils avaient peur de nous le dire même. Les gens disent, il a fallu, d'abord, c'est de l'observation, on a vu qu'il y avait des petits crabes là qui sortaient des paniers, et j'ai dit, ah, ces petits crabes, donc
c'est un député, c'est un peu expérimental, une coïncidence. Et ils étaient gênés de dire, parce qu'ils savent que c'est pas normal, c'est pas ce qu'il faut faire, qu'ils nourrissaient leurs enfants avec ces crustacés. Dans d'autres domaines, il y avait plusieurs volets donc, de comportement, pas simplement la nourriture, mais aussi les soins apportés aux enfants, pas les soins d'hygiène, évidemment, toujours très importants, mais aussi la particularité, par exemple, c'est que ces gens-là n'avaient pas leur propre puits, donc pas accès à l'eau d'une manière facile, et malgré tout, ils se débrouillaient avec leurs voisins, etc., pour avoir assez d'eau pour pouvoir laver les mains des enfants avant et après avoir mangé. Ou s'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, parce que maintenant ils étaient dans les champs, ils s'assuraient que les enfants plus âgés, qui s'occupent de leurs plus jeunes frères et sœurs, ils leur avaient bien indiqué comment il fallait donc s'occuper de leurs enfants. Donc je reviens sur ce sens de, c'est pas seulement une bonne hygiène, mais comment avoir une bonne hygiène dans des circonstances tout à fait extraordinaires, des circonstances très difficiles. Quand on dit pauvres, ces familles, j'ai le souvenir d'une famille, ils étaient dans leur maison, il n'y avait pas de mur jusqu'en... Il y avait juste il y avait toute une partie ouverte, ils avaient un toit de chaume, et les murs de boue, quoi, n'arrivaient qu'à mi-hauteur. Donc des gens tout à fait d'une pauvreté, mais d'une, je sais pas, une intelligence. Au Vietnam, notre contribution, dans le fond, ça n'a pas été du tout dans le domaine de la nutrition, ça a été dans le domaine de créer des liens. Et pour ces gens du Vietnam qui avaient peur des Américains, ils nous ont dit après, un chef de village nous a dit après 2 ans, il a dit, vous savez, quand vous êtes arrivés ici, on ne savait pas que vous étiez, on avait peur, on pensait que vous alliez empoisonner nos enfants. Et maintenant, on vous connaît, on vous fait confiance, vous faites partie de notre communauté. Et pour nous, ça a été le plus grand cadeau, on peut dire ce dont nous sommes le plus fiers, c'est d'avoir, dans une situation, évidemment, je ne vais pas vous décrire la guerre américaine et les traumatismes prolongés que cette guerre a provoqué parmi une population très, très traumatisée. Et donc, pour nous, ça a été notre plus grande contribution, c'est de pouvoir restaurer certains liens, quoi. Et je peux retourner au Vietnam, ils sont tous là. Il faut créer ces liens horizontaux entre les différents systèmes au Vietnam. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Le Parti communiste, le ministère de la Santé et l'Union des femmes, donc une organisation de masse, comme un syndicat. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble sur ce problème de la malnutrition infantile. Nous, de toute façon, on ne pouvait rien faire. On a utilisé les ressources qui existent. C'est pour ça que dans la démarche, dès le début, on fait des anagrammes, on fait des exercices de cartographie, on fait des maps, pour savoir où sont les gens, pour établir quelquefois un problème, donc network mapping, pour savoir qui fait quoi. Et on voit que souvent, en France, on a l'habitude, c'est très hiérarchisé, c'était toujours Paris, le centre. On essaie toujours de décentraliser. Mais souvent, tous les connexions dans un réseau, c'est toujours sur 1 ou 2 personnes. Et quand on refait le même schéma, 1 an plus tard, et ça fait partie donc d'évaluation, des changements de comportement, c'est que les réseaux sont moins fragmentés, les gens communiquent mieux et les points connecteurs, il y en a beaucoup plus. Ça peut se faire de manière très visuelle, mais c'est ça qui est intéressant. Ce travail qu'on a fait au Vietnam, par exemple, c'était très bien documenté au point de vue quantitatif. On a toutes les données avec ordinateur, avec tous des systèmes pour valoriser, pour vraiment valider l'efficacité de cette approche dans ce domaine. Et ça, on avait toutes les données, évidemment, parce que, surtout pour le donneur, parce que le donneur se trouvait être British Petroleum, BP, donc c'était de l'argent corporate
money dans le contexte de social responsibility. C'était le début de BP et de son travail sur la responsabilité corporative, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, on avait toutes les données. Mais c'est tout, quoi. Et c'est en fait un de nos collègues de Save the Children, de l'état-major de Save the Children, qui est venu voir ce projet au hasard. On lui a donné toutes les données. Il a dit, mais c'est incroyable, ça. Vous avez prouvé, vous avez fait que... Enfin, les données prouvent que ce projet est extraordinaire, l'impact durable, parce que tous les enfants étaient non seulement réhabilités par les villageois, mais ils continuaient à les suivre, à faire du monitorat de leur statut nutritionnel 1 an, 2 ans, 3 ans après. Donc on a des données sur la durée pour prouver que cette approche avait donc non seulement un impact, mais qu'elle était durable, un impact durable, c'était le but. Donc on avait toutes ces données. Donc ils ont, c'est eux qui ont fait ça. Ils ont pris ces données et les ont donc divulguées. Et ensuite, une équipe a été formée avec un consultant extérieur, un professeur qui était professeur à Harvard Public Health, qui est venu avec un partenaire du ministère de la Santé du Vietnam pour évaluer le projet, pour donner un sens de l'efficacité de ce projet. Il faut voir un peu le contexte. On a donc travaillé au Vietnam et on a su que ça marchait bien. Beaucoup de gens sont venus prendre l'approche pour ce qu'on avait fait, notre petit schéma de travail pour la malnutrition infantile. Ça s'est répandu. On a quitté le Vietnam et on s'est retrouvé en Égypte et on s'est dit, mais est-ce que ce qu'on a fait au Vietnam, est-ce qu'il y aurait une manière d'utiliser, je sais pas moi, ce qu'on avait commencé à articuler? C'était même pas une méthode à ce moment-là, parce qu'on dit ça marche pour ça, c'est tout. Mais on s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer de faire la même chose ailleurs? Et il se trouve qu'on est arrivé au Caire en janvier, directement d'Hanoï. Hanoï et le Caire, très, très différent. Et une situation, un pays complètement différent. Et il se trouvait qu'on avait une amie qui travaillait avec la fondation Ford et sur le problème donc de l'excision féminine. En Égypte, à l'époque, c'était les données de 92 qui fait que de 1992, il y avait eu une enquête qui a révélé que 97% des femmes mariées en Égypte sont circoncises. 97%. Alors les gens... Alors, à l'époque, donc cette amie m'a permis d'avoir des contacts avec une task force, un groupe égyptien de sommité égyptienne, des avocats, des activistes, des ONG ou associations qui s'occupent du plaidoyer contre cette pratique, 97%. Donc ils n'ont pas eu tellement de succès. Ils étaient un peu à une époque où ils cherchaient de nouvelles manières de faire. Donc j'ai été donc présentée un peu. C'était pas l'approche encore, on savait pas, il n'y avait pas le nom l'approche de la violence positive à ce moment-là. Présenter un petit peu ce qui s'était passé au Vietnam et ensuite donc faire parler, de dire vous avez 97% des femmes mariées qui sont excisées avec ce qu'on peut regarder, c'est les 3% qui ne sont pas excisées. Ça fait 500 000 femmes qui ne sont pas excisées. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de leur parler, de voir dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles ne soient pas excisées? Silence total dans la réunion. Et tout de suite, c'est très émotionnel, c'est un sujet très difficile. Étant extérieur à tout ça, c'est très, très, très... C'est une situation dangereuse, mais aussi très, très difficile.
Oh mais non, impossibilité. On ne pourra jamais trouver ces gens, personne ne peut en parler. C'était la loi du silence, c'était le sujet tabou en Égypte. C'est pas possible, ces gens qui sont experts. Impossibilité de trouver ces gens, on ne peut pas, ils ne parleront jamais, c'est pas possible, non. Impossibilité, non. Alors j'ai dit, ben oui. Mais ils ont dit, on pourrait peut-être étudier, vous pourriez faire une étude. Donc faire de la recherche, peut-être. J'ai dit, écoutez, moi je ne sais pas combien de temps je serai en Égypte, je n'ai pas le temps, je voudrais vraiment voir un petit peu si on pourrait trouver ces gens-là quelque part. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer une organisation qui travaille déjà avec des ONG sur beaucoup de sujets, l'alphabétisation des filles, parce qu'en Égypte, les femmes sont, presque 50% des femmes ne sont pas lettrées. Et donc sur d'autres domaines, mais aussi un petit volet sur l'excision féminine. Ils n'en parlent pas, ils ne travaillent pas dessus parce qu'on ne peut pas en parler. Et donc c'est avec cette communauté, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui voulait bien le faire, on a donc avec une équipe égyptienne, moi j'étais extérieure, on a contacté leurs partenaires locaux, des associations. En Égypte c'est assez formalisé, il y a des associations et leurs partenaires locaux, CDA, Community Development Agencies, ça existe, c'est comme ça, qui sont soi-disant censés faire du plaidoyer contre cette pratique d'excision, pour voir si on pourrait trouver des gens qui ne le font pas. Mais chaque fois qu'on en a un peu discuté, j'allais, moi je disais rien, c'était tout en arabe. On parlait avec une organisation, non, c'est pas possible, c'est la fin, on sera zigouillés, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Mais pour finir, on a trouvé une association qui a bien voulu, copte, c'était une association copte, la Beneswef, qui a bien voulu dire, allez, reprendre le défi, dire, bah oui, parce que c'était une religieuse copte qui était très, enfin, c'était un sujet, un problème qui lui tenait à cœur. Elle a dit, oui, on va bien essayer. Donc pour moi, la communauté, donc c'était pas tellement la communauté, les gens, parce que 17% on peut pas en parler, on peut pas parler, mais donc la communauté qui avait le problème, l'entreprise, si tu veux, c'était en fait cette communauté d'ONG, cette première communauté qui avait donc des employés qui ne pouvaient pas faire leur travail, puisqu'elles avaient un volet plaidoyer contre l'excision féminine, mais elles ne pouvaient pas en parler. Et donc c'est eux qui sont devenus la communauté avec laquelle on a travaillé. On les a invités, on a dû faire ça dans un monastère, parce qu'on ne pouvait pas le faire de manière publique ou nulle part à cause de la police, parce qu'on serait fait arrêter ou je ne sais pas quoi. Donc dans une situation assez compliquée, on a donc réuni tous les employés de cette organisation et on voulait expliquer le concept de la déviance positive en leur présentant des gens normaux, ordinaires, ces anomalies dont on parle, ces êtres d'exception dans ce domaine, qui ont dit non à l'excision féminine. Et alors, auparavant, parce que j'ai dit, on ne peut pas parler de ça comme ça. Il y a un terme en arabe, murtalifin, mais on ne va pas présenter ça comme ça. On va filmer, comme tu me filmes maintenant, on va prendre des témoignages de gens qui ont dit non. Ils existent. Et donc de travail, avant cette réunion avec cette organisation, on a réuni 8 témoignages. Il y avait un docteur, donc des gens très éduqués, mais il y avait aussi une grand-mère, il y avait un homme marié à une femme non excisée, ce qui est impossible, parce qu'une des raisons pour laquelle les filles sont excisées, de toute façon, de manière générale, c'est parce qu'elles doivent être mariées. Elles ne pourront pas se marier si elles ne sont pas excisées. Et l'excision féminine, oui, c'est obligatoire parce que c'est une question d'honneur. Enfin, dans la culture, c'est en fait un acte d'amour. Il faut le voir comme ça. Alors, il faut passer sur beaucoup de choses. C'est un acte d'amour parce que pour que la fille... En Égypte, dans la société égyptienne, il faut être marié en fait. Il faut être marié parce que c'est la sécurité de la fille, physique et tout ça.
Donc nous avions filmé, je dis ça parce que c'est tellement... Nous avons pris ces témoignages, on a réussi, c'est un contact comme tu fais très bien avec moi. C'était difficile, on a trouvé un lieu un peu spécial. Enfin, on était 2 ou 3 à prendre. Il fallait, parce que c'est un sujet tellement sensible et délicat et tabou. Mais ces gens ont donc dit pourquoi ils ont dit non à l'excision, pourquoi cette grand-mère ne veut pas que ses petites filles soient excisées alors que l'autre grand-mère veut et que les filles, enfin bref. Et ça a été au début donc de cette première réunion dans ce monastère, quand on a pris du temps pour se connaître, parce qu'il faut se connaître, hein, create trust. Alors on a échangé des photos de la famille. Ça a pris presque une matinée. Parce qu'il fallait parce que surtout moi j'étais là aussi extérieur, bon il fallait qu'on crée des liens. Bon tout ça, comme on a parlé, on a fait tout ça, donc une atmosphère un peu, parce que les gens étaient un peu tendus, ils savaient que c'était sur ça, ils savaient pas très. Et puis on a dit ben voilà, donc vous savez que vous êtes censé faire ce boulot, et voilà, on va vous présenter des gens, et on a présenté sur la vidéo les témoignages. C'est fini. Réaction des gens là, ils étaient en colère, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous faites voir des acteurs, vous nous montrez des... Et c'est ça. Non, 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 parlons d'exception. Non, 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 vous ne comprenez pas. Alors on a expliqué comment, qui sont ces gens, parce qu'on voulait qu'ils aient tu vois, qu'ils voient que les gens disent non. Alors on a réexpliqué et on a repassé. Mais tu vois, donc pour dire d'où il venait, cette résistance, c'est pas possible que des gens, plaidoyer c'est la parole, puissent dire pourquoi ils sont contre, comment ils ont fait pour convaincre d'autres personnes, etc. On est parti de là, pour te dire que c'était... Mais donc ça a duré 3 jours notre séminaire, si tu veux, workshop, et au cours de ces 3 jours de transformation, parce que les Égyptiens ils sont tous concernés, hein. Les femmes qui étaient là, elles sont excisées. En fait, c'est des paroles, parce qu'en arabe, surtout dans le contexte religieux, tu sais, le Coran et tout ça, la langue est très forte. Donc c'est plutôt dans le secteur message qu'il y a eu, parce qu'ils ont dû convaincre, c'est du plaidoyer là, hein. C'est un comportement de plaidoyer, c'est dans les messages. Et ce message, c'est Dieu a créé l'homme et la femme comme ils sont. Si ça devait être, on ne peut pas couper, amputer ce que Dieu a créé. Mais il y en a beaucoup d'autres. Cette histoire, c'était extraordinaire, Et comme je te dis, dans le processus, c'est pour ça qu'on a su qu'on avait quelque chose de valable, parce que moi, j'ai rien fait de nouveau. J'ai formé. Dans les chiffres, j'ai formé des milliers de personnes, dans un domaine précis. Hein. Mais c'est eux qui l'ont fait, et ça a marché. On s'est dit, ah, il y a un pattern. Maintenant, ce pattern, il n'est pas unique à notre approche. J'imagine que c'est la répétition de certaines choses qui ont fait que l'approche, maintenant, on peut la définir. C'est parce qu'elle doit être commune à beaucoup d'autres approches qui travaillent sur le changement de comportement, mais il y a quand même des choses un peu uniques qui fait. C'est toujours cette approche problème, prendre un problème difficile et trouver des solutions qui existent déjà là, et des solutions pérennes, des solutions durables. C'est un défi, c'est quelque chose que des gens disent c'est pas possible. Au Pakistan, le problème, il y a un problème très grave, c'est que plus de 25%, un quart des nouveau-nés meurent pendant les premiers 40 jours après leur naissance. Et donc c'est évidemment beaucoup d'organisations et veulent vouloir régler ce problème. Donc j'ai travaillé avec une ONG qui avait pour but donc la sauvegarde des nouveau-nés. C'était dans le cadre d'ailleurs d'un projet de la fondation Gates. Et donc pour pouvoir expérimenter avec cette approche dans ce contexte, j'ai donc formé des collègues pakistanais
hommes et femmes, pour pour qu'ils puissent, eux, apprendre à utiliser cette approche dans 4 communautés dans le nord du Pakistan. Et après 9 mois d'utilisation de cette approche, les nouveau-nés ne sont pas... Il n'y avait plus de mortalité parmi les nouveau-nés. Et donc, il a fallu... comment ça s'est passé? Eh bien, il a fallu d'abord former des collègues pakistanais pour pouvoir faire ce travail. Évidemment, une étrangère ne peut pas pénétrer les communautés pashtoum pour faire ce genre de travail. Et donc j'aimerais bien passer quelques minutes à vous parler un peu de cette formation et la particularité de cette formation. L'approche de la déviance positive, on l'apprend sur le tas, c'est-à-dire qu'on apprend en le faisant. Donc en général, les stages de formation durent à peu près 8 jours avec au moins 3 visites sur le terrain. Donc il y a un peu une orientation académique, puis la formation et la pratique de certaines aptitudes de communication avec des activités bien précises qui sont pratiquées d'abord en caméra, c'est-à-dire sur le site de la formation, puis ensuite sur le terrain avec les villageois, et ensuite suivi d'un feedback, de sessions de feedback où on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on essaie de perfectionner l'outil et les aptitudes nécessaires. Mais alors ce qui est extraordinaire sur cette manière cette méthode de formation, c'est que le projet commence, puisqu'on engage les individus, les villageois à découvrir ce qui marche. Le but de cette formation, c'est de former des membres des ONG à pouvoir aider les communautés à découvrir au sein de leur communauté des solutions. Et donc c'est ce processus de découverte qui doit être transmis de ces formateurs à la communauté. Dans cet hôpital, où, d'après le CDC, ce problème d'infection est limité à la chirurgie, dans le bloc opératoire, chirurgical, ou dans les salles des malades, dans les différents services, mais qui ont un direct contact avec les malades. Bon, il se trouve que quand on a donc commencé la démarche, les gens se sont aperçus qu'il y a beaucoup d'autres stakeholders, intervenants. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc tout d'un coup, ils ont dit, ah ben oui, les gens qui nettoient, qui aux États-Unis, c'est une tâche tout à fait manuelle, et donc les gens ne parlent même pas anglais. C'est sûrement pas dans un monde très hiérarchisé qu'est un hôpital, avec très médiéval, quoi, je veux dire. Les pontes, les docteurs et tout ça, ils sont là-haut, on ne peut pas leur parler. D'ailleurs, c'est une culture très, très, très top-down, évidemment, parce que le savoir est à la base de tout. Donc les docteurs, les chirurgiens, hein, et puis les gens qui font tous les travaux manuels ou les gens de la cuisine, enfin bref, sont au plus bas. Donc à travers cette approche, ils ont amené plusieurs groupes à venir parler, à venir partie du processus. Et donc dans cet hôpital de Pittsburgh, le groupe des hommes et femmes de ménage, on leur a demandé de venir. Donc ils sont venus. Il y en a un qui particulièrement qui a été très pris par cette démarche, parce que à travers, en parlant avec les chirurgiens, ils étaient à la même table. Ils se sont aperçus que leur boulot, c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'ils nettoient. Et comme il se trouve que les infections nosocomiales, le virus, la bactérie, elle est partout. Elle n'est pas simplement sur le malade, elle est elle est partout. Et elle peut vivre jusqu'à 30 jours. Donc
la propreté est cruciale, c'est aussi important que le couteau du chirurgien. Ils se sont aperçus de ça, de l'importance de leur travail. Et ils ont donc commencé à parler des problèmes qu'ils avaient, et il y en a certains qui disaient, mais moi c'est comme ça que je résous ce problème. Hello, I'm Jasper Palmer from the Albert Einstein Medical Center Escort Department. I'm here to show you a simple technique of disposing of isolation gowns after contact in an isolated room. It's a method that's very simple. Notice the gown has been inverted. Now, I start to make a nice little ball. This prevents air from getting in, making it too hard to handle. Nice slow roll, over and over. And observe the glove. Grasp in the middle. First one goes over the top, and the second one goes over that, creating a nice little ball that you can now dispose of in a trash can, anywhere from 50 to 150 with low spillage. Thank you. Il s'agit donc de l'application de l'approche de la déviance positive en milieu hospitalier. Et il y a un événement très important au début de ce voyage, c'est le kick-off. Pour organiser le kick-off, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la présentation des faits et de la situation en ce qui concerne les infections nosocomiales au personnel hospitalier. La deuxième partie de ce kick-off, c'est l'introduction de l'approche. Et la troisième partie, c'est l'invitation qui est donnée aux employés pour participer à cette nouvelle initiative. Alors, un tout petit peu, je voudrais dire quelques mots sur chacune de ces étapes. Alors, la première étape, il faut toujours bien chorégraphier cette présentation des faits. Et d'habitude, on demande aux personnes qui sont chargées donc, du problème, dans ce cas, les personnes qui sont chargées de la prévention des infections nosocomiales à l'intérieur de l'hôpital, qui doivent présenter les faits. À la suite de cette présentation des faits, on a aussi un témoignage d'individus, soit des malades, soit des personnes de l'hôpital, qui font témoignage de comment ils ont vécu une infection nosocomiale. Alors, quelquefois, c'est très tragique et ça montre, ça permet à l'audience, aux gens qui sont là, de percevoir le problème non seulement d'une manière cérébrale et intellectuelle, mais aussi d'une manière très émotionnelle. Et ensuite, la troisième partie de cette première introduction, c'est de leur demander de se tourner vers des gens assis à côté d'eux et discuter ensemble, de parler de l'expérience, de cette expérience très fréquente, malheureusement, d'avoir des gens dans leur entourage qui ont subi des infections nosocomiales. La deuxième étape, c'est de présenter une solution, une nouvelle manière d'essayer de résoudre ce problème à l'intérieur de l'hôpital. Maintenant que tous les participants sont très motivés parce qu'ils viennent d'entendre, parce qu'ils viennent de ressentir et par la réflexion qu'ils ont faite sur leur propre vie, ils sont donc très motivés. Alors on présente donc la possibilité d'utiliser cette approche qui cherche à résoudre ce problème très, très difficile en trouvant des solutions à l'intérieur de l'hôpital. Et cette présentation, elle peut être faite par des spécialistes de la déviance positive, mais d'habitude, ce sont des gens
qui ont été formés par le consultant, des gens de l'hôpital qui présentent l'approche. Et ensuite, la dernière étape qui est très importante, c'est l'appel aux gens de l'hôpital de venir ensemble pour d'être volontaires pour venir à une première réunion pour discuter donc de la manière dont ce problème pourrait être résolu à l'intérieur de l'hôpital, avec une date et une heure et un lieu précis pour que les gens de tous bords puissent venir travailler ensemble sur ce problème. Donc, l'utilisation de l'approche de la déviance positive en milieu hospitalier aux États-Unis sur le problème des infections nosocomiales a été déployée depuis les années 2005 dans beaucoup de réseaux hospitaliers aux États-Unis, notamment le réseau du Veteran Hospital avec 254 hôpitaux. Et l'approche a donc permis une réduction de 35 à 70% des infections nosocomiales dans les hôpitaux où elle a été utilisée. Ça fait un peu peur. Encore que c'est un peu contradictoire puisque tu m'interviews, tu me demandes de parler de quelque chose que je connais bien. Donc les gens m'ont dit, mais toi tu es l'experte dans la déviance positive. Et je dis, bon alors ça je suis pris à mon jeu parce que si je suis experte dans cette démarche, je deviens une experte. Alors que ma spécialité c'est d'être experte à ne pas être experte. Si je perds cette identité professionnelle, dans un sens, ça m'amènerait à ne pas aider vraiment les gens. Il faut que le consultant qui fait ce travail complète. C'est la chose la plus difficile à faire, c'est un paradigm shift. Il faut avoir le courage de dire je ne sais rien. Je viens dans cette situation. Je ne sais pas moi, les pygmées du Congo, je ne sais pas. Je vais souvent dans des situations où je n'y connais rien. Et il faut avoir le courage de dire, mais je vais apprendre. D'abord, faire cette démarche, cette ouverture, d'être là et de dire, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Donc je vais poser des questions, je vais observer, je vais me taire, pour apprendre et apprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens perçoivent de problèmes, d'être complètement ouvert et aussi à l'écoute. C'est pas facile parce surtout quand on est commandité en tant que consultant, on est censé, you have to deliver. Vous êtes censé avoir un résultat. Et on est censé être l'expert, c'est même l'identité d'un consultant. Et quand au début de ces conversations, on dit « je ne sais pas », les premiers regards c'est « mais on vous a demandé de venir ici pour nous trouver des solutions, vous êtes là ». Alors il faut dire « ben non, je suis là pour vous accompagner ». À trouver la solution. Les choses vont se décanter, mais c'est très flou, c'est chaotique, c'est messy, comme on dit en anglais, c'est pas net. Et ça, donc, ça pose beaucoup de problèmes. Les gens qui vous commanditent pour faire un travail précis, parce qu'ils vous demandent un peu un plan de travail, ils vont vous demander un peu ce que vous allez faire et ce que vous allez donc être les résultats. Alors les résultats, on dit oui, on vous les donnera. On vous garantit les résultats, parce qu'il faut bien, on est consultant. Ça va se passer. Comment? J'en ai aucune idée. Miroir. Donc c'est très difficile. Ça demande des personnalités, un certain profil quand même, je dois dire. Bon, il faut avoir une certaine curiosité. Il ne faut pas avoir un grand ego, pas un grand, comment dire, parce qu'on disparaît. Il faut une certaine humilité, j'imagine, parce que leur succès, c'est mon succès. Donc, de toute façon, c'est un travail qui donne beaucoup de satisfaction énorme, mais par personne interposée.
parce que c'est leur succès qui devient mon succès. Bon, il y a des côtés intellectuels, des côtés très rigoureux, puisqu'on a besoin de data. Il y a un côté tout à fait scientifique qu'il faut respecter, parce qu'on ne peut pas agir que sur des pulsions émotionnelles. Quelqu'un dit, oh, moi j'en connais un déviant positif, ou moi je sais où j'en suis. Non, non, non. C'est fait toujours sur des données scientifiques. C'est intéressant parce qu'il y a un côté yin et yang. C'est un côté tout à fait rationnel et scientifique, avec les données. Et puis on utilise aussi le côté irrationnel, le côté émotionnel, pour apaiser les pairs. Il faut que ce soit eux qui découvrent la solution. Parce qu'autrement, si ce n'est pas eux qui découvrent, si ça vient de l'extérieur comme McKinsey ou tous les consultants qui vous disent « vous êtes idiot, regardez cela », on peut. On peut être la personne qui découvre les déviants, les anomalies, le système D. Mais si c'est une personne extérieure, ça va être très mal pris par les autres. Vous faites comme lui, pourquoi vous ne faites pas comme eux? Surtout dans le comportement. Si on dit fais comme lui, ben non, moi je ne suis pas comme lui. Il faut donc que cette démarche, elle soit découverte de comportements anormaux, mais qui ont du succès. Il faut que ça soit découvert par ceux qui sont les plus résistants, les plus pas suspicious, pas soupçonneux en France, sceptiques, les sceptiques. C'est eux. Je dis, bah, tu es sceptique, bah, va voir. Tu verras. Et crée tes outils. Ils créent leurs outils, les sceptiques. Donc, dès qu'il y a de la création, dès qu'on les implique dans l'élaboration des outils avec lesquels ils vont découvrir les solutions, tout ça, ça fait, tu vois, c'est pas du buy-in, c'est la ownership, co-creation, c'est la créativité. Et on fait beaucoup dans cette approche aussi. Donc, de nouveau, c'est faire émerger dans les gens des talents qui existent, mais qui ne sont pas utilisés dans ce côté professionnel. Les gens se découvrent des aptitudes et on utilise des talents de gens. Mais moi, je sais faire ça. Alors, on essaye d'explorer leur talent pour qu'ils puissent se sentir mieux, qu'ils aient le courage, etc. Donc, il y a tout le côté créativité, même dans l'approche pour trouver la découverte des anomalies et de ça. Donc, ce qui fait que quand ils découvrent, ils sont prêts. Il n'y aura pas le rejet immunitaire qui fait, bah non, bah, ils ne sont pas comme moi, on dit, ah, bah, tu sais, oh, mais oui, mais ça ne marchera pas ici. Parce qu'ici, on est différent. Évidemment, on ne parle pas la langue. On a, quand ils nous regardaient, les Vietnamiens, surtout, ils pensaient qu'on était des fantômes, ghosts, parce qu'on est blanc. Ils n'ont jamais vu un blanc, en fait, ils n'avaient jamais vu le blanc. Et surtout, mon mari et moi sommes un peu âgés. À l'époque, on n'avait quand même pas tellement de cheveux blancs, mais on avait des faciès tout à fait... Ils avaient un peu peur, un peu peur. Et donc, il faut établir des liens. Et on a tellement, souvent on n'a pas beaucoup de temps, donc dans tous les thèmes, dans toutes les circonstances dans lesquelles on utilise cette approche, il faut que le facilitateur, la personne, le client, le consultant, il faut créer des liens, il faut pouvoir communiquer, mais au sens profond, humain. Donc il ne faut surtout pas établir sa supériorité ou son savoir. Au contraire, il faut se mettre à l'écoute, mais au même niveau. Donc physiquement, on s'assoit par terre. Physiquement, on n'est toujours pas dans une situation de dominance, pas du tout. Donc souvent dans des situations comme ça, interculturelles, comme on est blanc, en plus c'est un handicap terrible, souvent, les gens veulent vous donner des chaises. Alors il faut refuser, il faut se mettre donc au niveau des gens. Et c'est dans le regard, dans le toucher, si c'est possible. On apprend toujours immédiatement à prendre les tabous aussi au point de vue communication, au point de vue espace vital, au point de vue de... Oui, est-ce qu'on peut se mettre à côté, pas à côté, en face, regarder, pas regarder. Travaillant par exemple avec les Indiens américains du nord, de l'Amérique, Indigenous Tribes, the Ojibwe tribe, la tribu Ojibwe d'Indiens d'Amérique du Nord, eh bien, il ne faut jamais les regarder en face.
il faut respecter le silence. Et le silence, il est très long. Et donc, pour répondre à cette question, il faut aussi être silencieux. Et c'est difficile parce qu'on a tendance, c'est souvent, c'est culturel, mais c'est de vouloir, quand un silence, c'est gênant. Mais en fait, on a découvert que le silence, ne pas parler, c'est quelque chose d'inouï. Parce que quelqu'un d'autre va devoir briser le silence. Et donc, 2 minutes de silence, c'est très long. Mais c'est donc pour parler des modes de communication qui, bon, je sais pas tellement différents. Je suis sûre qu'ils sont connus par beaucoup d'autres, sont utilisés par beaucoup d'autres démarches, mais pour nous, sont essentiels. Et il y a des sociétés où on peut poser des questions, mais il y a des sociétés où on ne peut pas poser des questions. Donc on doit bien connaître les modes de communication qui sont normaux, c'est majeur. Quelquefois il faut parler, et par exemple il y a toute une période d'introduction, ça dépend des cultures, qui dure très 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 longtemps. On parle que de petites choses. D'ailleurs, en France, c'est sûr qu'il faut parler. Il faut surtout pas se jeter sur le sujet central en 2 minutes. Il faut établir des liens d'une manière complètement différente. On peut dire que dans un contexte. C'est pas un saint, c'est pas un génie, surtout pas. C'est pas tous ces outliers dont on parle. C'est quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais il est simplement différent d'une manière positive dans ce contexte. Ça peut être un con, ça peut être... C'est pas du tout... C'est pas les gens disent bien des modèles. Ils sont uniquement modèles dans la définition du problème et de la solution. Parce que tous les gens me disent « Oh, moi je suis déviant positif ». Je dis « Oui, dans ce contexte, c'est tout, quoi. » Mais donc la personne en soi, ça n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on n'est pas... Voilà, c'est un autre truc aussi. On ne veut pas se concentrer sur les attributs d'un déviant positif, sur sa personnalité. Parce que on ne peut pas reproduire ça. On va se concentrer sur le comportement. Par exemple, avec les commercial sex workers, on a cherché donc à trouver parmi celles qui réussissaient à demander à leurs clients de porter un condom, de préservatif ou de pouvoir, dans des situations extrêmement difficiles, un client qui est ivre, un client qui est violent, un client où il y a des problèmes de langue ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a beaucoup de situations, ça c'est la situation. Comment pourrait-elle les inciter, pour se protéger eux-mêmes et elles-mêmes, à avoir certains comportements de survie, quoi, en fait, dans un sens. Et donc, il y avait certaines jeunes filles qui étaient très belles. D'abord, elles étaient jeunes, et les hommes au Myanmar, ils aiment les filles jeunes, vierges, si possible, enfin bref. Donc, mais la beauté est un attribut qui lui permettait de faire ce qu'elle voulait. Mais pour revenir donc à ces positifs, déviants positifs, c'est pas possible. On ne pouvait pas prendre cet exemple de personne parce qu'elle avait un attribut qui n'était pas accessible à tout le monde, parce qu'il y en avait d'autres. C'est toujours ça avec la déviance positive. Il faut que les attributs ou que le comportement soit accessible à tous. Donc on a regardé les profils et surtout il fallait voir comment découvrir comment ces jeunes femmes qui réussissaient à faire porter le préservatif aux hommes, à leurs clients, comment elles faisaient. Évidemment, on ne peut pas être là. Donc, dans l'approche, souvent, on invite les gens à reproduire les gestes, les comportements, qui sont souvent des gestes de tout. C'est toujours de l'action. Hein, on parle de comportement. Donc, dans ce cas-là, on a fait plusieurs choses. Soit on leur a demandé, on en avait des préservatifs. On a demandé si elles pouvaient les manipuler. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne pouvaient même pas les toucher. Donc déjà, ça n'était pas possible. Et puis celles qui savaient, elles les prenaient, les manipulaient très facilement. Et puis avec une banane, donc elles pouvaient montrer comment elles le faisaient
et avec la parole qui allait avec. Parce qu'il n'y a pas que les gestes, il y a aussi la manière de communiquer. Et c'est ça qui est important parce que ça, c'est communiquer. On peut reproduire, quelqu'un d'autre peut apprendre un certain comportement, mais pas acquérir les traits d'un déviant positif. Et donc, c'était bien, et c'était formidable parce que il y avait aussi dans la communication une différence, toujours très simple, la solution, c'est qu'elle changeait la relation client, la relation transactuelle de la situation. Elles utilisaient un terme dans leur langue, c'est en birman, qui disait mon frère ou t'es mon père. Au lieu de dire monsieur, elle changeait. Elle s'adressait à l'homme du Bender. Et ça, c'est un mot, pourquoi on peut le faire. Ça, c'est. Toutes les autres peuvent. Et ça changeait la relation immédiatement. Et donc, tout changeait dans un sens. Pour permettre, donc, le but, c'est toujours la même chose, c'est de prévenir le sida, réduire les infections. Cette approche, elle fait trois choses. Elle fait une chose, elle résout des problèmes, wicked problems, des problèmes très complexes, d'une manière durable. Ça, c'est ce qu'on veut. Comment ça se passe? C'est que ça crée des changements de comportement dont on ne parle pas toujours trop au début. Ce n'est pas le but, le changement de comportement. Le but, c'est la solution durable. On trouve les solutions à l'intérieur et la démarche elle-même, le processus, permet des changements de comportement et un changement social. Une révolution à l'intérieur de l'organisation de l'entreprise, en fait.